tous dans un cauchemar et on a du mal à relier ce cauchemar à la réalité tellement l'horreur qui nous frappe est immense. De part et d'autre, on entend des propositions fusées comme si il aurait fallu que ces morts jonchent notre 14 juillet pour qu'on se réveille. On essaye de se placer, c'est difficile, un peu au-dessus de toutes ces querelles politiques pour essayer de trouver des solutions qui pourraient aider la patrie dans ce moment difficile. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, même si tout ce que nous disons est récupéré pour nous atteindre dans une espèce de leçon de morale permanente. De cette guerre qu'on doit mener, elle est à la fois intérieure et extérieure. Mais on ne gagne pas une guerre avec le code pénal. Il faut des lois. Le juge Trévidic, qui a, comme moi, l'expérience de la criminalité, l'a dit, et je reprends son propos, on ne gagne pas une guerre avec des lois. D'autant plus que cette guerre, elle est menée essentiellement sur un terrain psychologique, puisqu'on voit aujourd'hui des individus frappés, selon l'expression, d'une espèce de radicalisation soudaine, alors qu'en réalité le travail est fait en amont, et c'est un travail, pour reprendre un terme de criminologue, de lente préparation au passage à l'acte. Cela nous échappe, c'est comme une espèce de lente fissure qui progressivement s'agrandit et qui à un moment donné ouvre la brèche. Donc le combat que nous avons à mener, et il nous concerne tous, hommes politiques, journalistes, citoyens, commentateurs, est un combat psychologique. Il faut mettre en place des mesures qui vont permettre d'endiguer la contamination psychologique. Tant qu'on n'aura pas pris la mesure de cette espèce de contamination qui est un instrument de guerre, et tant qu'on n'aura pas mis en place les digues qui empêcheront cette contamination d'agir, chacun et chacune d'entre nous, au hasard d'une rue, au hasard d'un train, au hasard d'une terrasse de café, au hasard d'une fête, pourra en lui-même ou en ses enfants ou en son père et sa mère être la cible. Parce que l'État islamique a réussi ce prodige maléfique de propagande par Internet, par l'appel au meurtre selon tous instruments quotidiens, de gangréner l'esprit d'individus qui sont forcément fragilisés, mais qui agissent en toute responsabilité. Pour être irresponsable, il faut une abolition des facultés mentales. On n'est pas irresponsable quand on prépare un acte. On n'est pas irresponsable quand on l'organise. On est déterminé et on agit en fonction d'instructions quasiment subliminales qui sont données. Nous n'avons rien fait, ni au niveau du renseignement dans les prisons, niveau essentiel, ni au niveau de la lutte contre la propagande dans les mosquées salafistes, extrémistes. Et aujourd'hui, on paye le prix. Je le dis, et mon propos va peut-être surprendre, mais je sais que l'État islamique vise à une division des Français. Je sais que l'État islamique vise les mauvais politiquement, qu'il arrive à détecter dans des huées, au milieu d'une foule composée de milliers de personnes, ne font qu'aggraver cette division. J'appelle à l'unité, mais pas à l'unité derrière la propagande de partis qui ne visent que des électeurs. J'appelle à l'unité dans la patrie et dans la France. Et je dis et je vous demande de le répéter si au moins ce propos peut l'être, que nous demandons à tous ceux qui ont de la colère, à tous ceux qui ont de la haine, parce que la souffrance engendre la haine,
nous leur demandons de faire un effort pour transcender cette colère, pour transcender cette haine, de façon qu'elle aille dans l'amour du pays, dans l'amour de la patrie. Il faut cesser. C'est un jeu qui sert l'État islamique. Nous appelons à une unité patriotique, au-delà des partis, au-delà des petites blessures de nombril, comme a pu en souffrir M. Estrosi, parce qu'il a été traité comme un subalterne, au-delà de ce qu'a pu ressentir M. Valls quand il a été sifflé, à l'aune des morts qui jonchent la promenade des Anglais. Qu'est-ce que c'est que des sifflets? C'est aussi le rôle d'un homme d'État, d'être à un moment donné l'exutoire qui permet à un peuple en souffrance de crier sous quelque forme que ce soit sa souffrance. J'ai vu une scène qui m'a profondément choqué, sur laquelle M. Valls ne s'est pas ému. Dans la foule, une jeune femme d'origine étrangère a été insultée. On lui a crié « Qui ont ?» Rentre chez toi. Et elle a répondu « Je suis française ». Ça m'a fait mal. Et je tiens à le dire aujourd'hui ici, parce que pour moi, qui respecte nos lois, qui respecte nos vies, qui respecte nos valeurs, et je ne dis pas ce mot comme peut l'employer M. Valls à longueur de tics verbaux, je le dis parce que je l'ai au cœur, toute personne qui vit sur notre territoire, quelle que soit la couleur de sa peau, quelle que soit sa religion, a droit, si elle est dans le respect de nos lois, à notre protection. Et je tiens à le dire aujourd'hui, d'une façon solennelle, et encore une fois, et pour conclure, après Marion prendra la parole et je vous dirai 2 mots sur les propositions de loi que nous avons faites, je tiens à le dire. Nous, on veut se placer à la hauteur de la France. Et dans cette France, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui la respectent, ont droit à la protection de l'État et ils ne l'ont pas. Ont droit au respect de l'État et ils ne l'ont pas. Ont droit au respect de chacun d'entre nous et il ne faut pas qu'ils en soient privés. C'est le combat que nous allons aussi mener à la place que nous occupons et à la responsabilité que nous avons. Maintenant, il faut cesser de se payer de mots. Il faut cesser de se gargariser de formules. Le bien vivre ensemble, les fleurs, les proclamations poétiques de Madame Taubira. Il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que la mort, elle est au coin de la rue, sous le masque de l'anonyme, qui hier avait le sourire et qui, au moment soudain où il décide de tuer, a le visage de l'horreur. On va se battre contre la mort anonyme. Il faut le savoir. Et on doit se doter pour combattre contre cette mort anonyme de tous les instruments, sans lâcheté, au risque de déplaire, au risque de ne pas aller au été, et elles le sont aujourd'hui dans les propositions que font les Républicains, peut-être qu'on aurait évité ce drame. Et à titre personnel, pour conclure, je voudrais dire qu'on doit cesser de réagir et qu'il faut agir. C'est-à-dire ne pas attendre qu'un drame arrive pour prendre les mesures, anticiper, aller prendre des leçons où on peut les prendre auprès d'amis qui connaissent le terrorisme, qui le connaissent au quotidien et qui peuvent nous donner d'extraordinaires leçons de prévention. Il n'y a pas de honte à aller prendre des informations, des leçons dans les pays qui ont su, dans la difficulté, lutter contre le terrorisme. Et il faudra réussir cette difficulté démocratique, s'armer sur le plan physique et ne pas se désarmer sur le plan moral ni juridique. Et ce n'est pas avec une campagne électorale qu'on y arrivera, ce n'est pas en lorgnant vers le scrutin qu'on y arrivera, c'est en essayant, même s'il le faut, de se sacrifier
pour dire la vérité et pour agir. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire, et je passe maintenant la parole à Marion. Bien, merci à tous d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Comme vous le savez, j'étais présente hier à Nice. J'ai vu des choses qui m'ont beaucoup interpellée, à la fois dans la tristesse et la colère. Alors je sais que le gouvernement est à ce point aveugle qu'il a tenté de faire croire que ces huées n'étaient pas spontanées, qu'elles étaient manipulées, mais si un certain nombre de vos confrères étaient sur place, je pense qu'ils peuvent se faire honnêtement les témoins de la grande spontanéité de cette colère, à laquelle je suis totalement étrangère, comme le Front National d'ailleurs. Je ne les justifie pas, je dis juste qu'elles sont la traduction manifestement du grand sentiment de rejet des Français de la part vis-à-vis de ce gouvernement. J'ai vu aussi beaucoup de tristesse et je dois dire que je suis outrée, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais outrée voilà, de l'attitude et des déclarations d'un certain nombre de ministres, dont M. Cazeneuve, qui n'a pas d'autre réponse politique, ou plutôt politicienne, que de faire un amalgame, puisque ce mot est très à la mode, un amalgame entre le Front National et l'État islamique, en expliquant que nous aurions les mêmes objectifs. Moi je dis que si ce ministre, d'ailleurs comme le reste du gouvernement, avait vu ses enfants se faire écraser sur la promenade des Anglais, eh bien peut-être s'ils avaient vécu ce drame dans leur chair, mesureraient-ils l'indécence de cette comparaison et le scandale qu'elle représente pour de très nombreux Français, bien au-delà d'ailleurs de la question de notre mouvement. Donc dans ces conditions, je crois que le Front National a une légitimité particulière sur ce sujet, puisqu'il a été le premier, peut-être le seul d'ailleurs pendant des décennies, sous l'opprobre général, je tiens quand même à le rappeler, en la personne de Jean-Marie Le Pen, à alerter les Français sur la menace qui couvait, sur la propagation de l'islamisme, dont l'immigration de masse était le terreau. Et je dois dire que je considère aujourd'hui que les Républicains sont parfaitement illégitimes à se dresser en opposition crédible sur ce sujet, puisqu'ils ont été les co-responsables, disons-le, de la situation, à la fois sur le plan de la politique migratoire, de la politique pénale, de la politique carcérale, mais aussi sur le plan de la question religieuse, puisqu'ils ont laissé, y compris d'ailleurs après l'affaire Mera, qui n'a absolument pas été un déclencheur pour Nicolas Sarkozy à l'époque, ils ont laissé la gangrène islamiste malheureusement prendre corps dans une partie du territoire français auprès d'un certain nombre de Français ou d'étrangers. Donc l'objectif aujourd'hui avec Gilbert Collard, même si nous sommes malheureusement peu nombreux à l'Assemblée, nous sommes forts je crois de cette crédibilité, de cette cohérence, et donc nous allons interpeller non seulement le gouvernement mais aussi les parlementaires, quelle que soit leur couleur politique, à travers un certain nombre d'initiatives parlementaires, des outils qui sont assez variés, pour inciter les élus, et je pense notamment aux élus des Républicains, mais pas exclusivement, à se positionner sur les sujets que nous allons mettre sur la table, mais aussi à forcer le gouvernement à bouger les lignes, à réagir et à ne pas se contenter simplement de la prolongation d'un état d'urgence qui serait en soi totalement insuffisant si nous voulons, dans la durée, régler le problème du terrorisme islamiste. La première des mesures que nous souhaiterions mettre en place, et d'ailleurs l'ensemble de ces outils sont en passe d'être déposés ou vont l'être juste après cette conférence de presse, c'est d'abord une pétition parlementaire demandant la dissolution de l'Union des organisations islamiques de France. Nous sommes aujourd'hui les seuls à demander cette dissolution, ou en tout cas à aller au bout, parce que j'ai vu quelques déclarations, j'ai vu notamment Christian Estrosi la demander, puis finalement revenir sur ses propos lorsque nous avions déposé ce vœu au Conseil régional, parce que nous sommes les seuls aujourd'hui à dénoncer la duplicité de cette organisation, qui est, je le rappelle, une des branches des frères musulmans qui sont porteurs d'un islam particulièrement virulent, radical, qui est une organisation classée terroriste dans un certain nombre de pays, notamment pays arabes, et voire même interdite dans un certain nombre d'autres. Et nous dénonçons avec la plus grande fermeté le double discours de ces représentants aujourd'hui en France, qui se présentent comme des républicains et des modérés la plupart du temps. D'ailleurs, peut-être un certain nombre le sont-ils sincèrement, mais pour un certain nombre d'autres, eh bien, je crois que cela relève du double jeu, puisqu'il suffit pour cela de constater un certain nombre d'invitations particulièrement polémiques, d'imams étrangers qui ont été d'ailleurs dénoncés à de nombreuses reprises. Je prends simplement aussi l'exemple de responsable local de l'UOIF à Nice, l'imam Othman Assaoui, qui était d'ailleurs hier à la commémoration, à l'hommage aux victimes de Nice,
et qui se présente lui-même comme un modéré, alors même que sur sa page Facebook, il y a quand même un certain nombre de choses qui peuvent nous interpeller, comme le fait qu'il partage par exemple une vidéo de l'imam Al-Qaradawi, qui est un des responsables des frères musulmans égyptiens, et qui explique eh bien, que le Coran et sa constitution, ou même que les opérations martyrs sont légitimes parce qu'elles sont l'arme des faibles contre les forts. Il fait donc ainsi l'apologie du djihad, et c'est un imam qui prêche en France et qui a des relations particulièrement privilégiées avec les élus locaux de Nice et des Alpes-Maritimes, qui se permet donc de faire la publicité de ce type de propos. Ça paraît anecdotique si vous voulez, bien que ça m'apparaisse moi éminemment grave, mais la multiplication de ces petites choses font qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a aujourd'hui une duplicité qui n'est pas tenable, et à ce titre, la responsabilité de Sarkozy est particulièrement forte, puisque c'est lui qui a mis l'UEIF à la table du CFCM, et donc à la table de la République, lui donnant à ce titre une légitimité qui nous apparaît délétère. C'est pourquoi nous demandons donc la dissolution de cette UEIF, et nous allons la suggérer aux autres élus et aux autres parlementaires, afin qu'il y ait là-dessus une position claire et définitive. La deuxième proposition que nous allons faire, c'est une résolution pour la suspension immédiate de l'espace Schengen afin de préparer la sortie de ces accords. Je crois qu'aujourd'hui, l'utopie de la libre circulation des hommes a vécu, que nous en voyons tous les jours les limites et même le danger. Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir de la voie utilisée par les terroristes du Bataclan, qui s'étaient infiltrés parmi le flux de migrants arrivés en Grèce, flux clandestin, je vous le rappelle, et qui leur avait permis eh bien, ensuite de tuer des Français. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce réfugié allemand de 17 ans qui a encore frappé à coups de hache et de couteau des Allemands la nuit dernière, et qui s'était lui aussi infiltré clandestinement avant de faire cette demande d'asile. Il en va aussi de l'efficacité de nos mesures d'éloignement du territoire, d'expulsion du territoire ou même d'interdiction du territoire, parce que malheureusement, si nous n'avons pas de frontières, nous ne pouvons pas assurer l'effectivité de ces mesures, de la même manière que nous ne pouvons pas contrôler les personnes qui reviennent de Syrie avec efficacité, tant ces frontières sont poreuses. Alors aujourd'hui, il y a eu un renforcement très partiel de ces frontières, mais totalement insuffisant. Il suffit pour s'en convaincre d'écouter le témoignage notamment de la police aux frontières du 06 tout simplement, qui explique qu'ils sont toujours en sous-effectif et qu'ils n'ont pas les moyens humains de pouvoir contrôler efficacement ces frontières. Et donc je pense que cette résolution proposée à l'ensemble des parlementaires permettra de clarifier la position d'un certain nombre, parce que beaucoup proposent un Schengen 2 dont on ne sait pas véritablement quels seraient les contours et l'objectif, afin de sortir de cette utopie et de construire de façon pérenne et durable les infrastructures et le nombre de polices aux frontières qui nous seraient utiles dans les années à venir pour pouvoir nous protéger de cette menace mondiale qui est devenue aujourd'hui l'islamisme et qui malheureusement pour le coup n'a plus de frontières. Troisième initiative, c'est la demande d'une commission d'enquête parlementaire pour assurer le suivi de la fermeture des mosquées radicales et des associations également radicales, parce que nous avons eu beaucoup de déclarations tonitruantes du gouvernement à ce titre. Force est de constater sur le terrain, et moi je le vois en Vaucluse, que les résultats ne sont pas là. Alors s'agit-il de consignes qui n'ont pas été véritablement claires de la part du gouvernement à l'égard des préfets? S'agit-il de préfets qui sont limités dans leurs actions? S'agit-il en réalité d'un double discours? C'est difficile d'avoir une véritable visibilité sur ce qui a été dit ou fait par le gouvernement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui encore une centaine de mosquées salafistes qui continuent de recevoir du public et donc de prêcher cet islam radical. Cela n'est plus acceptable. Et donc nous demandons qu'une commission d'enquête parlementaire puisse s'assurer du suivi effectif, déjà de l'identification de ces mosquées, de la façon dont elles sont identifiées, des moyens humains qui sont mis en œuvre pour aller analyser les prêches qui y sont faits, de la légalité ou non d'ailleurs de ces salles de prière, parce qu'un certain nombre sont aussi officieuses, si je puis dire, et ensuite des consignes qui sont véritablement données aux préfets et de l'application de ces consignes, ainsi que du suivi judiciaire et de la réponse qu'il y a derrière, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le résultat n'est pas du tout probant. Quatrième mesure, encore une commission d'enquête parlementaire, mais qui nous apparaît aussi nécessaire, sur le financement du culte musulman en France.
Il y a aujourd'hui un certain nombre de suspicions sur l'origine des financements d'une partie de l'islam de France, à la fois dans la construction des mosquées, mais également dans le financement des imams, dont je vous rappelle que 2/3 aujourd'hui sont étrangers, mais également dans les subventions d'un certain nombre d'associations qui ne sont pas forcément d'ordre culturel, mais aussi culturelles ou sportives, et qui sont des leviers, des vecteurs de radicalisation. Et donc nous avons besoin de savoir aujourd'hui comment ce culte est financé, par quel biais, par quel pays précisément, même si nous savons évidemment, c'est le cas notamment à Lyon, que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont parties prenantes, mais dans quelle mesure, voilà. Et aujourd'hui, il y a une difficulté à avoir une véritable visibilité. L'objectif, évidemment, suite à cette commission d'enquête, c'est de bloquer les financements qui nous apparaissent néfastes, en particulier lorsqu'ils viennent de pays dont on sait qu'ils entretiennent des relations particulièrement ambiguës, pour ne pas dire carrément de partenariat, avec le terrorisme islamiste mondial, ou en tout cas des pays qui appliquent un islam intégriste totalement incompatible avec les valeurs de notre pays, les valeurs de notre République, ou simplement de la France plus largement. Enfin, 5e proposition que nous allons faire, et là ce sont des propositions de loi que nous allons déposer, ou que nous avons d'ailleurs déjà déposées par le passé sans que cela soit suivi des faits. Proposition de loi qui va proposer l'expulsion immédiate des étrangers condamnés pour crimes ou pour certains délits particulièrement graves. Cela fait évidemment écho directement à ce qui s'est passé à Nice, car je vous rappelle que cet homme était étranger, il était tunisien, il bénéficiait d'une carte de séjour, il était donc un étranger en situation régulière, alors même qu'il était multirécidiviste, plusieurs fois condamné par la justice l'année dernière notamment pour des faits graves, de violence en particulier, et qu'il est totalement invraisemblable aujourd'hui que la France conserve sur son territoire des personnes étrangères en situation régulière qui sont des condamnés, y compris des condamnés de droit commun, alors même que manifestement elles ne respectent pas notre pacte social et qu'elles n'apportent pas à la France d'autre chose que la violation de ces lois. Et donc c'est une proposition de loi de bon sens qui fait d'ailleurs écho à la suppression de la double peine de Nicolas Sarkozy, qui avait fait disparaître la possibilité d'expulser des étrangers suite à une condamnation. Enfin, sur les questions migratoires, car nous sommes de ceux aussi qui disons sans ambiguïté qu'il y a aujourd'hui un lien indéniable entre l'apparition de l'islamisme sur le territoire français, sa traduction terroriste, et l'immigration de masse, qui a été ces dernières années un vecteur de communautarisme, de sécession culturelle, voire même ressentiment à l'égard de la France de plus en plus prégnant. Et donc il est grand temps de changer radicalement notre politique d'immigration, qui est devenue, et j'ose ce terme un peu polémique, une politique de fabrication intensive de Français de papier, qui pour certains d'entre eux deviennent même des ennemis de l'intérieur, et nous en avons malheureusement la triste expression à travers ces attentats. Une proposition de loi qui va donc proposer la suppression du droit du sol, maintenant en ce sens uniquement donc le droit du sang ou la naturalisation, dans une application particulièrement restrictive et drastique pour exiger des personnes qui souhaitent recevoir le privilège de la nationalité française, eh bien qu'ils répondent à des critères beaucoup plus exigeants que ce n'est le cas aujourd'hui, puisque le gouvernement, et vous n'êtes pas sans le savoir, fait passer des circulaires afin que les naturalisations aient lieu à Trouva, probablement d'ailleurs pour retrouver là un nouveau vivier d'électeurs qui, puisqu'ils n'ont plus, ils perdent de jour en jour les électeurs traditionnels qui sont les leurs. La suppression également du regroupement familial, qui fait qu'aujourd'hui 60% de notre immigration n'est pas une immigration de travail, mais bien une immigration familiale, qui participe d'ailleurs de la difficulté d'intégration ou même d'assimilation, puisque ces gens ne viennent pas en ayant l'espérance de pouvoir trouver du travail en France. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui à 10% de chômage. Et enfin, une proposition de loi sur une réforme du droit d'asile, qui est aujourd'hui devenue une filière d'immigration clandestine majeure, qui est même une voie royale, si je puis dire, pour des personnes mal intentionnées, puisqu'il suffit aujourd'hui de pénétrer clandestinement sur le territoire français, en violant donc les lois, ou même clandestinement dans n'importe quel pays de l'Union européenne, de déposer une demande de droit d'asile et immédiatement de devenir inexpulsable, en bénéficiant d'ailleurs d'un certain nombre d'avantages
assez importants sur le plan de l'habitation ou même des aides, et ainsi eh bien, de pouvoir profiter, d'abuser, même j'ai envie de vous dire, de cette voie pour profiter, abuser de la générosité française et même se retourner contre elle à un certain nombre de moments. On en a eu l'exemple en Allemagne, si vous vous souvenez des drames de Cologne. L'immense majorité eh bien, de ces agresseurs ne venaient pas de pays en guerre, c'était des Maghrébins pour une majorité d'entre eux. Et l'Afghan en question qui a frappé hier, qui était donc islamiste, était aussi un réfugié. Et donc à ce titre, il nous faut revoir en profondeur, non pas le supprimer, mais revoir en profondeur ce droit d'asile afin qu'il s'applique de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus restrictive, et qu'il n'ait pas l'effet pervers qu'il a aujourd'hui. Et enfin, 8e proposition, eh bien, ce sera donc l'élargissement des cas de déchéance de nationalité aux radicalisés binationaux. Donc une réécriture aujourd'hui de l'article qui pourrait d'ailleurs être efficacement appliquée aux personnes qui reviennent de Syrie, sans que ce soit aujourd'hui manifestement le cas. Mais donc également aux Français binationaux qui deviennent dangereux du fait qu'ils sont porteurs d'une idéologie qui va à l'encontre d'un certain nombre de nos principes fondamentaux, mais aussi les possibilités de déchoir de leur nationalité dénaturalisée lorsqu'ils ont commis des crimes ou des délits particulièrement graves. En cela, nous souhaitons revenir en réalité sur la réforme Guigou de 98 qui avait supprimé cette possibilité, alors même qu'elle nous apparaît aujourd'hui une possibilité de bon sens qui ira dans le sens de la sécurité des Français. Voilà donc les propositions, il y en a évidemment beaucoup d'autres, mais l'objectif c'est quand même de se concentrer sur ce qui nous apparaît essentiel et dans l'immédiat, que nous allons faire à l'ensemble des députés. Nous souhaitons à ce titre que l'intérêt général eh bien, prenne le pas peut-être sur les intérêts partisans. Nous allons donc le faire très rapidement. Je souhaite peut-être aussi qu'un certain nombre de républicains, à travers ces initiatives, clarifient définitivement leur position. Je souhaite qu'elle ne soit pas exclusivement médiatique. Et à ce titre, eh bien, peut-être le gouvernement entendra-t-il enfin le bien fondé de ces mesures, parce qu'aujourd'hui l'état d'urgence est un pansement sur une hémorragie et ne peut pas être efficace, si vous voulez, durablement, si à côté de cela il n'y a pas de véritables mesures d'envergure qui sont prises. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, pour Gilbert. Je dois partir dans 10 minutes. Je voudrais quand même, pour clarifier les choses, dire que Marion et moi-même, nous avons présenté en juillet 2015, la proposition de loi est là. Une proposition de loi numéro 3006, destinée à favoriser la lutte contre la propagande et les menées terroristes dans les lieux de culte. Elle n'a eu aucune suite. Évidemment, ce qu'on fait, personne ne s'y intéresse. Donc nos travaux parlementaires sont complètement occultés. On a également déposé une proposition de loi ayant pour objet, en décembre 2015, de proroger les fonctions des magistrats, notamment les juges d'instruction, ayant une compétence particulière en matière de terrorisme. C'est-à-dire que si cette proposition de loi avait été adoptée, M. Trévidic serait encore en fonction dans la lutte contre le terrorisme et non pas sur les plateaux de télévision pour nous donner des solutions souvent très efficaces. On a également demandé en mars 2015 que l'on instaure une présomption de légitime défense dans le cas d'un usage légal de la force armée. C'est-à-dire que les militaires auraient pu, au Bataclan, faire usage de leurs armes. Les militaires au Bataclan auraient pu faire usage de leurs armes. Tout le monde s'en est foutu de cette proposition de loi. Tout le monde. Pas un journaliste en a parlé. Pas un. On a demandé également que la notion de légitime défense soit étendue. Parce que la légitime défense, elle porte sur la défense de soi-même et d'autrui, afin de permettre à des hommes d'intervenir dès l'instant où ils sont dans une situation où il y a une menace évidente, sans avoir à se poser la question de savoir s'ils sont ou pas en état de proportionnalité. Voilà 3 propositions de loi que nous avons déposées. Il y en a beaucoup d'autres, ignorées, qui, si elles avaient été prises en compte par celles et ceux
qui aujourd'hui ont des idées, peut-être, aurait-on pu, peut-être, éviter quelque chose. Justement, M. Bollard, soyons précis, parce que vous dites peut-être, laquelle de ces propositions, en l'espèce de l'attentat de Nice, tel qu'il s'est produit, aurait permis de l'éviter? Je ne vois pas quelle proposition. Mais madame, vous posez une question, vous posez une question d'une... Non mais... Vous dites, si on avait pris nos Non, mais propositions, je vous ai donné l'exemple du Bataclan. Non, mais moi je vous parle de Nice. Mais Nice, il suffisait, madame, de mettre... Mais écoutez-moi. Je ne vois pas. L'expulsion de tous les étrangers qui ont des faits graves, il n'a pas été condamné pour des faits graves. Si vous me permettez de vous Non, mais je répondre. pose cette question. Oui, vous ne me laissez pas répondre. Allez-y. Voilà. Je trouve absurde de vouloir trouver des solutions dans des propositions de loi alors qu'un véhicule à l'entrée du trottoir aurait suffi. D'accord? Alors, ne cherchez pas constamment à démontrer que ce que nous proposons n'aurait servi à rien. C'est pas vous en particulier. Non, mais d'accord, mais là, je vous ai donné un exemple très précis sur le Bataclan. Bien évidemment, vous ne le reprenez pas. Vous avez raison de poser la question. Mais je vous réponds. Là, pour le coup, on vient de faire une proposition qui est dans le programme depuis très longtemps sur l'expulsion immédiate. Oui, non, mais même... Non, mais, Ça ne marcherait pas. non, mais même là, je veux, si vous le permettez, pointer du doigt une espèce de déformation rhétorique. Il aurait suffi, tout le monde le dit, qu'un véhicule soit à l'entrée du trottoir pour que le drame ne se produise pas. Et vous déplacez la réalité en voulant l'intégrer dans le champ d'une proposition de loi. C'est absurde. C'est absurde. C'était la responsabilité du gouvernement de passer la voiture? L'organisation de la sécurité se fait en co-responsabilité entre le préfet et le maire. Le maire peut parfaitement ne pas accepter d'organiser une réunion s'il considère que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Ça se fait en réunion avec le préfet et le maire. Donc il y a co-responsabilité. Il y a co-responsabilité. Mais je crois que nous devrions, entre nous, cesser de vouloir jouer au plus intelligent. Parce que ce sont nos concitoyens qui meurent. Alors on est d'accord. Et c'est peut-être nous demain. Hein. Bon. Pour ce qui est du drame de Nice, c'est effarant de constater que une mesure de sécurité, qu'il n'y a pas besoin de texte de loi. C'est pour ça que la question me paraît un peu déplacée, hein, dans le sens de la... L'attaque que vous faites contre le gouvernement, elle faut dire sur son travail et sur ses propositions de loi. C'est pour ça que oui, bien sûr, mais... Non, mais parce que, monsieur... Mais ne faisons pas comme si Nice n'aura pas de lendemain. Voilà. Si on considère qu'après Nice, tout est terminé, bien évidemment, nos propositions de loi sont inutiles. Mais si on considère que, hélas, les choses vont se continuer dans l'horreur, il faut qu'on prenne les mesures. Maintenant, on peut aussi se dire, il n'y a rien à faire. Hein, pardon. Il n'y a rien à faire. Nous, on ne se résigne pas. On veut chercher toutes les mesures, notamment celles relatives à la propagande dans les lieux de culte, qui pourraient permettre de détecter et de supprimer ces lieux de culte. Bon, l'exemple de Nice, il est effrayant, quoi. Il y a eu à un moment donné une défaillance qui est évidente et qu'aucun texte de loi ne peut pallier. À partir du moment où les autorités préfectorales et municipales laissent des milliers de gens se rassembler avec un apport de policiers tout à fait insuffisant, sans barrer l'entrée, enfin quand même, je veux dire, c'est de cela qu'il faut se rendre compte, en laissant une voie d'accès. En laissant une voie d'accès. Il n'y a pas un texte de loi qui peut pallier la négligence, l'incurie, la connerie, quoi. Il n'y a pas un texte de loi qui palliera la connerie des responsables, leur insouciance, leur immaturité. Voilà. Contre ça, il n'y a que les actions en responsabilité contre l'État. Il n'y a que cela. Est-ce que vous dites, si aujourd'hui nous étions au pouvoir, si les mesures que nous prenons ont été
c'est irresponsable de dire ça. Écoutez, d'abord, si nous étions au pouvoir, le préfet serait révoqué. D'abord. Ce qui donnerait à penser aux autres préfets. On montrerait que l'État, quand il y a une défaillance, punit les responsables d'abord. Et ensuite, on ouvrirait tout de suite une commission d'enquête pour savoir pour quelles raisons il y avait si peu de policiers, pour quelles raisons cet accès meurtrier, cet abîme de sang n'avait pas été fermé. Il y a aussi, à un moment donné, des sanctions à prendre contre les responsables qui n'ont pour seule fierté que de porter leur uniforme. Et je suis étonné vraiment qu'à l'instant où nous parlons, monsieur le maire de Nice, dont j'ai oublié le nom parce qu'ils sont deux maires en réalité, Estrosi et son double invisible, je ne sais même pas comment il s'appelle, bon, et le préfet aurait des comptes à rendre. Parce que c'est quand même la municipalité et la préfecture qui ont la responsabilité. Or, eux ne rendent pas de compte. Monsieur Collard, est-ce que le risque zéro n'existe pas? Ouais. Est-ce que vous Mais pensez que le risque zéro dans la période dans laquelle on est entré n'existe pas? Au contraire, on peut arriver à zéro attentat. Mais le risque zéro n'existera jamais. Jamais. Mais au moins, quand le risque zéro s'exprime, qu'on puisse se dire « tout a été fait ». On ne laisse pas une porte ouverte quand les cambrioleurs rôdent. Voilà. Jamais on ne pourra s'assurer, bien évidemment, que le risque zéro n'existera pas. Mais on doit au moins pouvoir se dire, au moment où ce risque s'est exprimé, tout a été fait. Donc, franchement, vous trouvez normal que le préfet ne démissionne pas, que le ministre de l'Intérieur ne rende pas des comptes, puisque le préfet est sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, que le maire ne rende pas des comptes, parce que c'est eux qui ont organisé cette soirée. On a des jurisprudences qui rendent les municipalités et l'État responsables. Bon, à mon avis, cela va vite venir. Cela va vite venir. Mais au lieu de s'indigner des huées, au lieu de s'indigner de ne pas être traité convenablement, c'est le cas pour M. Estrosi qui se plaint d'être un subalterne, on ferait mieux de se poser la question. Mais je veux dire qu'on aurait un maire Front National, je dirais la même chose. La même chose. Et c'est valable ce que je dis pour nos maires. C'est valable. Quand on réunit des milliers de personnes dans un lieu, on l'a bien vu avec les fan zones. On l'a vu, on le sait. On prend les mesures de protection. Ça n'a pas été fait. Et ce n'est pas une loi qui pourra pallier les négligences. Ce sont là, pour le coup, des sanctions. Je m'excuse, je suis obligé d'y aller. Et je repasse la parole à Marion, si vous avez des questions à poser, bien évidemment. Oui, alors, juste simplement, parce que je vous réponds parce que je n'ai pas voulu couper Gilbert, mais je vous signale, vous me dites qu'il n'aurait pas pu être expulsé après sa condamnation, mais le vol, madame, c'est grave. C'est déjà pas bien quand c'est réalisé par des nationaux, mais quand ce sont des personnes qu'on accueille, dont on fait la charité de l'hospitalité, avec un certain nombre d'avantages non négligeables en France, disons-le franchement, on peut quand même exiger que la loi soit respectée. Alors quand il s'agit d'une contravention pour mauvais stationnement, évidemment, mais le vol c'est grave. Donc dans la proposition de loi que nous voulons déposer, il y a l'implication des crimes évidemment, mais aussi des délits selon les catégories qui peuvent être, évidemment, pas tous les délits, puisqu'il y a des délits plus ou moins graves, ça dépend des catégories, il y a plusieurs types de catégories de délits, mais le vol nous apparaît, surtout quand il est répété, surtout quand il est accompagné de violence ou de dégradation, nous apparaît une raison juste suffisante pour que, et puis on puisse revenir sur l'attribution d'une carte de séjour à un étranger qui viole les lois françaises. Donc typiquement, vous auriez eu là quand même l'une des mesures qui nous apparaissait efficace. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fatalisme politique. Je considère que, et je le vois dans les propositions que nous avons faites, que si elles avaient été appliquées, si nous étions revenus tout simplement sur, par exemple, la remise automatique de peine dans le cadre de l'application des lois pénales, eh bien, nous aurions eu un certain nombre de terroristes qui ont frappé notamment au Bataclan, qui auraient été derrière les barreaux au moment des fêtes.
Si nous avions des frontières efficaces, eh bien, un certain nombre de terroristes qui sont glissés parmi le flux de migrants n'auraient pas pu rentrer clandestinement sur le territoire français. Si nous avions l'application beaucoup plus stricte du droit d'asile, eh bien, ces mêmes migrants n'auraient pas pu bénéficier de ce droit et se maintenir sur le territoire français. Donc évidemment qu'il n'y a pas de risque zéro, mais on peut quand même mettre en place un certain nombre de mesures, si vous voulez, qui limitent ce risque. Voilà, surtout quand ce sont des mesures de bon sens et qui sont attendues par les Français. Ça va dépendre des déclarations du ministre, ça va dépendre de ce qu'il met dans cet état d'urgence, ça va dépendre également des mesures qu'il annonce à côté de cet état d'urgence, parce que si vous voulez, l'état d'urgence, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une mesure tout à fait insuffisante, d'autant plus lorsque le gouvernement ne prend pas en charge l'ensemble des outils qui sont à sa disposition, que ce soit l'interdiction des manifestations qui peuvent dégénérer, que ce soit les perquisitions administratives, que ce soit bien l'obligation de rester à domicile sur décision administrative. Force est de constater que le gouvernement jusqu'ici n'est pas allé au bout de la logique de l'état d'urgence. Donc ça va dépendre de l'état d'esprit qu'il y a derrière et des mesures qui sont annoncées. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup de votre présence. On peut refaire une diapositive. Oui, bien sûr, bien sûr.